Alors, rebonjour tout le monde. On arrive maintenant à une section du cours très différente de la première section. Vous allez être surpris, on ne parlera pas beaucoup d'intégrales, mais on va finir par revenir aux intégrales. C'est quand même une section qui historiquement est très très importante parce on a parlé de l'infini depuis l'Antiquité. Et avec les suites, on touche beaucoup à l'infini. On va voir un peu comment travailler avec les processus infinis. On en avait déjà traité avec les limites en NYK et on va revenir là-dessus, donc, sur ces processus infinis-là. Alors, une suite, qu'est-ce que c'est véritablement une suite? Donc, on regarde à la page 95 de vos notes de cours. Donc, si vous regardez la définition qui est ici, qui est plutôt mateuse, on va essayer de la simplifier, de la comprendre. Une suite, donc, est caractérisée par une accolade et un AN. Le AN, c'est ce qu'on appelle le terme général de la suite. Donc, quand je définis une suite, généralement, je mets des accolades, puis à l'intérieur des accolades, je mets un terme général ici. Donc, j'ai un premier terme général. Et ma suite est une fonction de n vers r. Ce que ça veut dire, c'est que dans ma suite, j'ai un premier terme qui s'appelle A1. Et A1, là, ça peut être n'importe quel nombre réel. J'ai un deuxième terme qui s'appelle A2. Et A2, ça peut être n'importe quel nombre réel aussi. Donc, à chaque nombre naturel, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, A1, A2, A3 et A4, je vais associer un nombre réel. Donc, moi, je pourrais vous dire tout simplement qu'une suite, c'est une énumération. Moi, je pourrais résumer ça comme ça. Donc, une suite, c'est une énumération infinie. Une énumération infinie et ordonnée de nombres. Donc, une énumération infinie et ordonnée de nombres. Donc, on pourrait dire qu'on a A1 comme étant le premier élément, mais on pourrait aussi l'appeler A0 en présupposant que notre ensemble de nombres naturels part à 0 aussi. C'est plus fréquent de commencer avec A1. Maintenant, comment on va décrire une suite? Il y a trois façons. On va pouvoir la décrire en extension, donc en énumérant chacun des termes de la suite. Comme on le fait ici au numéro A. En compréhension, en expliquant par des mots ce que sont les éléments de la suite, donc les nombres premiers, ou par le terme général, donc en le donnant le terme général. Donc, quand je vois mon exemple C ici, je peux tout de suite me dire que mon terme général, c'est tout simplement 1 sur 2 à la 1, donc c'est-à-dire une demi. Alors, j'ai remplacé le n par 1. Maintenant, je vais remplacer le n par 2. 2 sur 2 à la 2, c'est 2 quarts, donc c'est encore une demi. Je vais aller remplacer le n par 3. Je vais avoir 3 sur 2 à la 3, donc 3 sur 8 pour le prochain terme, etc. Donc, à partir du terme général, je suis capable d'écrire ma suite en extension aussi. Donc, les trois façons de décrire la suite sont très utiles. Donc, comme je vous le disais, ici, on nous permet de comprendre c'est quoi, comment on exprime les éléments de la suite. Le premier terme, c'est A1, le deuxième terme, c'est A2, etc. Par exemple, dans la suite qui est ici, A1 vaut moins 2, A2 vaut une demi, A3 vaut pi, et on va chercher A4, A5 et A6. Donc, c'est facile pour nous d'aller chercher chacun des termes de la suite. Maintenant, dans une suite peut avoir plusieurs caractéristiques. Je vais utiliser surtout les caractéristiques qui vont nous intéresser par la suite, c'est la décroissance et le fait qu'une suite va être strictement décroissante. Donc, bien entendu, une suite va être décroissante si le deuxième terme est plus petit que le premier, si le troisième est plus petit que le deuxième, etc. Et le strictement fait qu'on a tout simplement le symbole plus grand et non pas plus grand ou égal ou plus petit ou égal. On va passer à la prochaine page de vos notes de cours, c'est-à-dire la page 96. Et dans cette page-là, on va aller détailler un petit peu plus les caractéristiques des suites.
Donc là, on a parlé de décroissance, on peut parler aussi de croissance. Je vous montre simplement ce que vous avez dans le haut de la page pour bien comprendre que une suite va être croissante si le terme suivant est plus grand que le terme précédent, ou encore si le quotient AN plus 1 sur AN est plus grand ou égal à 1. Mais très souvent, on va analyser la croissance par la dérivée d'une fonction. Donc, à une suite, on va associer une fonction et on va tout simplement dériver la fonction. Et si la dérivée est plus grande ou égale à 0, on sait que ça veut dire que la fonction est croissante. Donc, nous, ça va nous dire que la suite est croissante. Et on va faire la même chose pour la décroissance. La plupart du temps, pour la décroissance, on va dire si la dérivée est plus petite ou égale à 0, on aura une décroissance de la fonction, donc une décroissance de la suite. Et là, bien ça, naturellement, il faut que ça marche là, pour x plus grand ou égal à 1. Pourquoi? Parce que là, je parle d'une fonction en x, mais ma fonction correspond à une suite. Et vous savez que votre suite, son premier terme, va partir avec n égale à 1. Donc, c'est pour ça ici que je vais ajuster ma fonction en la partant à x égale à 1, tout simplement. Maintenant, j'ai devant moi 3 suites. Je peux me demander simplement si les suites sont croissantes ou si elles ne sont pas, si elles sont décroissantes ou croissantes. Donc, la première, étant donné que ce sont des sinus que j'ai, le sinus de 1 radian, de 2 radians, de 3 radians, et etc., va toujours varier. Donc, on sait que la fonction sinusoïdale est une fonction qui fait un peu cet effet-là. Donc, à cause de ça, je ne pourrais certainement pas dire que la suite est croissante, que la suite est décroissante. Je veux dire que la suite n'est ni croissante, ni décroissante. Bon, ça peut arriver que j'ai ce genre de suite-là. Maintenant, j'ai la suite 1 sur n ici. Cette suite-là, je peux constater que le 1/2 est plus petit que le 1, le 1/3 est plus petit que le 1/2. Elle va toujours en décroissant. Donc, elle est strictement, sans aucun problème, je peux dire que ma suite est strictement décroissante. Donc, j'ai tout simplement que A1 est plus grand qu'A2, est plus grand qu'A3, est plus grand qu'A4, etc. Donc, ou si je veux, je peux m'exprimer ainsi. A2 est plus petit qu'A1, A3 est plus petit qu'A2, A4 est plus petit qu'A3. Donc, j'ai définitivement une suite strictement décroissante. Maintenant, le n que vous avez ici, on parle de n factoriel. Vous ne connaissez pas nécessairement ce symbole-là, n avec un point d'exclamation. Ça nous permet de générer une suite. On va s'interroger un petit peu plus sur le factoriel là, par après. Mais la suite qui est générée, on voit que c'est 1, 1, 2, 6, 24, 120. Donc, juste à regarder les termes, on constate que la suite est croissante. Donc, on constate que la suite est croissante. Pourquoi? Bien, parce que le A1 est plus petit ou égal. Donc, à A2 est plus petit ou égal à A3, etc. Donc, le égal voulant dire que j'ai le 1 égal à 1, là, donc elle est croissante tout simplement. Les caractéristiques de croissance-décroissance ont été regardées. Maintenant, on va regarder un peu plus dans le détail la notation factorielle, n factoriel. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je vais simplement vous montrer un exemple. Si je vous parle de 5 factoriel, c'est comme ça que je le dis, bien ça correspond au calcul suivant. 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1, tout simplement. Ou je pourrais dire, je pars de 1 et je me rends jusqu'à 5. Si vous utilisez votre calculatrice, vous êtes capable d'aller chercher le factoriel comme ça, c'est possible. Nous, on ne vous demandera pas de calculer beaucoup avec la calculatrice parce qu'on va davantage utiliser la factorielle avec des lettres. Donc, vous allez devoir être capable de manipuler, comprendre le symbolique factoriel.
Un petit détail dans la définition, quelque chose de quand même assez important. 0 factoriel, on va le définir comme étant 1, parce que si on dit qu'on part à 0, ça serait embêtant là, de savoir comment on fait le calcul. Donc, 0 factoriel nous donne tout simplement 1 ici. On va aller travailler un petit peu plus la factorielle à la page suivante de vos notes de cours. Vous avez quelques exemples dans le haut de la page. Donc, je suis bien à la page 97 de vos notes de cours. Je regarde les deux exemples qui sont faits. Vous avez le 9 factoriel qui est calculé ici. Donc, j'aurais pu facilement écrire que c'est 9 fois 8 fois 7 fois 6 fois 5 fois 4 fois 3, 2 et 1. Mais je peux aussi écrire que c'est 9 fois tout ce que j'ai ici qui s'appelle finalement 8 factoriel. Alors, il y a différentes façons de voir les choses. On examine cette caractéristique-là un petit peu plus dans l'exemple B. Dans l'exemple B, vous avez 10 factoriel sur 13 factoriel. Alors, si je vous dis ne prenez pas votre calculatrice pour le moment et faites le calcul par vous-même, simplifiez-le. Donc, le 13 factoriel est beaucoup plus grand que le 10 factoriel. 13 factoriel, en fait, je peux écrire que c'est 13 fois 12 fois 11, etc. Mais il n'y a personne qui m'empêche de dire que c'est 13 fois 12 factoriel, parce que c'est 12 jusqu'à temps que j'atteigne 1. Mais je peux aussi écrire que c'est 13 fois 12 fois 11 fois 10, 9, 8, etc. jusqu'à 1, ce que je résume par 10 factoriel. Pourquoi je fais ça? C'est qu'au numérateur, j'ai un 10 factoriel. Donc, en écrivant ça comme ça, je ne suis pas... C'est très bien parce que je peux simplifier le 10 factoriel avec le 10 factoriel. Donc, j'ai donc 1 sur 13 fois 12 fois 10, 1 sur 1716, tout simplement. Donc, on aura l'occasion dans la prochaine vidéo d'exploiter un petit peu plus cette notion de factoriel.